Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir sur Endurance Live. Nous allons débriefer ce soir de la liste des participants à la 89e édition des 24 heures du Mans. Et pour ce faire, qui de mieux que Laurent Mercier d'Endurance Info qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir pour débriefer cette liste de pilotes et des teams qui sont engagés pour ces 89e éditions. Bonsoir Laurent, comment tu vas? Salut Alban, ça va, en direct depuis Spa-Francorchamps. Il fait beau à Spa? Écoute, ça va, ouais, ça va. Bon. Bonsoir Jeff, bonsoir Willy et bonsoir tout le monde. Donc Laurent, on Bonsoir va à tous. attaquer dans le gros du gros. Donc la liste est tombée avant-hier. On a eu tous les participants. On va attaquer par la catégorie reine, Laurent, les LMH. Ouais, on peut peut-être dire aussi déjà que pour la première année, depuis pas mal de temps, il y a pas de forfait. Ce Exact. qui est d'autant plus, selon moi, intéressant dans une situation qui est encore compliquée d'un point de vue sanitaire et même d'un point de vue financier. Donc le fait qu'il y ait pas de forfait sur la liste initiale, je trouve plutôt que c'est un signe positif sur la bonne santé du championnat WEC, enfin des championnats assez hauts, aussi bien WEC que LMS qu'Asian Le Mans Series. Et que du coup tout le monde a pu boucler les budgets. Et on sait que c'est pas facile au niveau des budgets, c'est aussi pas facile au niveau des déplacements, parce qu'on a des équipes et des pilotes qui viennent des quatre coins du monde. Et quand on sait déjà comment c'est compliqué de venir même dans un autre pays européen, bon, faut saluer quand même les efforts faits par aussi bien l'organisateur que les équipes. Exactement. Donc Laurent, nous avons au départ 5 LMH, 2 Toyota, 2 Glickenhaus, une Alpine. On va commencer par Toyota. Comment on peut qualifier Toyota? On peut pas le qualifier d'outsider, mais on peut le qualifier de favori. Mais vu les problèmes qu'ils ont rencontrés sur une voiture à Monza, Bah, est-ce qu'on peut tu, avoir des surprises? tu peux les qualifier, enfin, il faut les qualifier d'ailleurs de favoris, hein. Toyota, c'est la marque qui a gagné les trois dernières éditions, donc forcément, c'est les favoris. Maintenant, les problèmes qu'il y a eu à Monza, écoute, il vaut mieux que ça arrive à Monza que ça arrive au Mans. Bon, Toyota a quand même l'avantage enfin, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage de bien connaître la course, de bien connaître l'endurance, de bien connaître ses pilotes, de évidemment moins bien connaître la voiture parce que c'est la première année de la voiture. Maintenant, je pense que du côté de chez Toyota, on va travailler d'arrache-pied pour que tout soit prêt pour le moment. Maintenant, une course automobile, c'est pas une science exacte, hein, donc tu peux très bien avoir des soucis. Tout peut très bien s'arrêter dès la chicane d'un lope avec un accrochage au premier tour, dès le premier virage. Évidemment, Toyota est favori, mais on a pu voir dans le passé que même si tu étais favori, tu pouvais très bien te prendre les pieds dans le tapis et qu'il y aura forcément des adversaires qui seront prêts à bondir pour essayer de prendre l'avantage une fois qu'il y aura une ou deux Toyota qui seront plus ou moins à terre. Tout à fait. Alors Laurent, la 7 ou la 8 cette année? Si tu te fies à ce qu'on a vu les années passées, je dirais la 8. Maintenant, la 7 Exact. a tellement manqué de chance ces dernières années, sans compter sur pas mal de courses WEC, des consignes d'équipe. Euh, j'ai pas de préférence personnellement pour la 7 ou la 8. Tout ce que moi je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de consigne d'équipe et que ce soit le meilleur qui gagne. Que ce soit la 7, que ce soit la 8. La 8 a déjà gagné, donc ce serait bien que la 7 et les pilotes de la 7 gagnent, ce serait plutôt pas mal. Mais maintenant, je pense que du côté de Toyota, tout ce qu'on veut, c'est gagner la course. Après, que ce soit la 7 ou la 8, même s'il y a un championnat à jouer, il faut que ça gagne. Exactement. En plus, la course est longue, là, ça dure 24 heures, donc on peut avoir des rebondissements comme d'autres accidents et qu'est-ce qui vont avec. Laurent, Tout à maintenant fait. on va passer au petit chouchou, au petit pousset, Glickenhaus. Ils arrivent avec 2 LMH, dont une qui est toute fraîche, qu'ils ont déverminée à Monza, avec des très beaux line-up. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Glickenhaus? C'est encore tout frais, donc le temps qu'ils se mettent en marche. Ouais, c'est tout frais, le temps qu'ils se mettent en marche. Le circuit du Mans, c'est pas le circuit de Monza. On a vu que le circuit de Monza était plutôt pas mal pour les deux, enfin pour les Glickenhaus, hein. Il y en a une qui a même mené, même si c'était un bref instant, mais qui a mené la course à la régulière. Maintenant, je pense que notamment dans tout ce qui est enchaînement des virages Porsche, ça va être un peu plus compliqué pour la Glickenhaus par rapport au Toyota. En plus, la Toyota, en fonction de la météo, a quatre roues motrices, ce qui n'est pas le cas de Glickenhaus. Il y a aussi le côté hybridation qui donne forcément un avantage à Toyota. Maintenant, Glickenhaus, le programme a le mérite d'exister.
Il communique comme personne ne communique depuis ces dernières années pour un constructeur dans le passé en LMP1 et maintenant en hypercar. Ce qui pour nous journalistes est un avantage indéniable de pouvoir avoir accès à tout ce qu'on veut quand on veut. Il n'y a pas de langue de bois. La voiture est là, alors elle plaît ou elle plaît pas en termes de look. Il y a des gens qui vont dire qu'elle est très belle, il y a d'autres personnes qui vont dire ouais c'est pas terrible. Maintenant, tout ce qu'on veut de cette voiture, c'est pas qu'elle soit belle, c'est qu'elle gagne. Si elle gagne, elle sera forcément plus belle. Maintenant, bon, on a pu voir que les équipages étaient solides. D'un côté, donc tu auras Pipo Derani, Franck Mahieu et Olivier Plat, et de l'autre Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Romain Dumas. Et bon, c'est du solide sur les deux voitures. Donc, c'est Menezes qui va rester un peu sur la touche pour la course, même s'il va rouler pour la journée test. Et puis après, écoute, on verra. Il faut la fiabilité, il faut que ça finisse. Le but de Glickenhaus, c'est d'essayer de battre Ferrari en 2023. C'est un peu ça sa target, on va dire, à Jim Glickenhaus. Hein. Donc, il a un peu de temps. Bon, maintenant, battre Ferrari, ça va pas être simple, parce que je pense que les moyens financiers de Ferrari ne seront pas les moyens financiers de Glickenhaus. Maintenant, je pense qu'il faut saluer l'initiative de Glickenhaus. Est-ce qu'on peut dire, Laurent, je me permets de poser une question, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les note et je les poserai. Est-ce qu'on peut dire que Glickenhaus est en avance ou en retard sur son programme, éprouver la voiture, les courses qu'ils ont faites jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut le dire ça? Qu'est-ce que tu en penses? T'es toujours en retard parce que la voiture, il y a les deux voitures, enfin il y a eu qu'un meeting avec les deux voitures, à Portimao il n'y en avait qu'une. Donc c'est forcément un peu plus compliqué. À Spa, il n'y en avait pas. Ils ont fait beaucoup d'essais. Il a fallu prendre du temps pour homologuer la voiture parce qu'elle est homologuée pour 5 ans. Et une fois qu'elle est homologuée, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc forcément, ça a pris un peu de temps. Mais au final, tu te rends compte que pour les 24 heures du Mans, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'es jamais prêt. Que ce soit un grand constructeur ou un petit. Je veux dire, tu peux faire, on l'a vu dans le passé, dans les années 90, quand il y avait encore plus de moyens financiers, des constructeurs faire 30 heures, plusieurs séances de 30 heures d'endurance, notamment au Paul Ricard. Et tu arrives au moment et tu te prends les pieds dans le tapis et au final, soit tu vois pas l'arrivée, soit tu gagnes pas. Donc Glickenhaus, c'est une première sur une course de 24 heures. Je veux dire, on peut pas comparer les 6 heures de Monza ou les 8 heures de Portimao avec les 24 heures du Mans. Même Peugeot, même quand Peugeot est venu, on se souvient avec la 905 en 91, ils ont fait quoi? Ils ont fait les 6 heures du Mans. Et c'est un constructeur comme Peugeot. Donc ce qu'il faut, c'est prendre de l'expérience. Les pilotes sont là, l'équipe est là. La voiture est là et écoute, il faut déjà que ça voit l'arrivée et puis on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il suffit que les planètes soient alignées et voilà, en sport auto, ça peut matcher. Il faut beaucoup de planètes parce que le Mans reste quand même Le Mans. Hein. C'est un peu comme les 24 heures de Spa avec les GT3. C'est quand même des courses, on a affaire à des courses particulières et le moindre petit grain de sable fait que tu as du mal à revenir. Donc, forcément, avec seulement 5 hypercars, ça laisse peu de bagarre pour la victoire en hypercar. J'ai une autre question, Alban, je me permets, après je vous laisse continuer, les gars. Question d'Alan, qu'on salue évidemment. Le futur pilote Peugeot, alors Gustavo Menezes pour le coup, évincé de l'équipe Glickenhaus, peux-tu nous expliquer, Laurent Mercier, me demande Alan. Pourquoi Gustavo n'est pas là? Oui. Alors, je t'avoue qu'avec Spa, je ne me suis pas trop penché sur la question. Maintenant, de toute façon, c'était clair qu'il y en a un qui allait rester sur le carreau. Alors évidemment, on va pouvoir dire que Gustavo a sorti la voiture en essai à Vallelunga et tout, en tour de sortie avec des pneus froids et tout. Maintenant, un pilote reste un pilote et les pilotes font des erreurs et là, c'en était une. Il en fallait forcément sur la touche et peut-être qu'on a voulu voir aussi ce qu'allait donner Franck Mahieu, qui avait le moins d'expérience récente, on va dire, au volant d'un proto, parce que Franck roule plus qu'avec la Glickenhaus sur la Nordschleife. Et peut-être qu'on attendait aussi du côté de Glickenhaus de voir ce que Franck allait donner. Et Franck était loin, mais très loin même d'être ridicule. Et moi, perso, je suis plutôt... je dis pas que je suis content que ce soit Gustavo qui reste sur la touche, mais je suis content que Franck soit dans la voiture pour Le Mans. Parce que d'une, c'est un pilote qui mérite. De deux, c'est un pilote qui est super sympa. Et de trois, c'est un pilote qui fait pas beaucoup de fautes. Donc, il y en avait 7, il en faut 6. Donc, Menezes va rouler la journée test, mais après, il fallait forcément en évincer. Hein. Et Alan, justement... Tu peux rajouter, Laurent, que Franck Mahieu a aussi une expérience un peu plus concrète que Menezes. Il a un peu plus de Mans, si tu me permets. Alors la différence entre Franck et Gustavo, c'est que Gustavo a roulé quand même ces dernières années, notamment en P1. Et que Franck, il y a un petit moment qu'il n'a pas roulé en P1. Je crois que la dernière fois, c'était la Lola Aston Martin.
Donc ça commence à remonter, même si après elle a roulé en P2. Mais forcément, ça date un peu. Maintenant, un pilote reste un pilote. Et Franck, c'est bien pour lui, je pense, parce que il fait partie de l'aventure Glickenhaus depuis l'histoire en VLN. Et c'est plutôt pour lui, à mon avis, une belle et juste récompense. Alors par rapport à ce que tu disais sur Gustavo, justement, Laurent, et après je vous laisse vraiment continuer, Alan rebondit, parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. Est-ce que c'est directement en relation? Ça pourrait être en relation avec le futur contrat de Gustavo chez Peugeot. Ça peut être une des raisons. Je pense pas, mais Pas c'est comme un forcément. On concurrent. n'a C'est pas comme un fait, concurrent, mais je pense pas. on n'a pas vraiment affaire aux mêmes voitures quand même, aux mêmes investissements. Donc bon, quand Gustavo a signé chez Glickenhaus, je veux dire, les deux, on le savait depuis un moment qu'il allait rouler chez Peugeot. Maintenant, je pense que si ça a été le cas, Glickenhaus l'aurait pas pris, aurait pris un autre pilote. Je te dis, il fallait en enlever un. Et Gustavo va rouler quand même à la journée test, et je pense qu'il est le pilote un peu de réserve. Euh, Maintenant, est-ce que c'était établi comme ça au niveau des discussions? Après, là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Bien sûr. Donc bon, voilà. Ok, merci Laurent. Pas de Alors, souci. Laurent, Glickenhaus, podium ou accessite? Non, ouais, franchement, je pense qu'il faut être réaliste. Évidemment, ils peuvent gagner. Je veux dire, les 5 hypercars ou même une LMP2 peut gagner. Je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, hein, une course de voiture, il s'est jamais rien écrit à l'avance. Hein. Maintenant, être fiable sur 24 heures avec tout ce que ça demande comme préparation, je veux bien croire qu'il y a Yost qui est en soutien technique derrière avec toute l'expérience qu'on connaît. Maintenant, bon, je pense que ça va quand même être compliqué quand même de jouer devant. Après, il y a aussi, même si le moteur a montré qu'il était très très fiable, il faut aussi que le moteur soit fiable sur 24 heures, même si on connaît le sérieux de Pipo Moteur. Mais il y a tout plein d'ensembles, tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est connectique, tout ce qui est frein. On a vu qu'il y avait pas mal de problèmes de frein à Monza qu'il va falloir résoudre avant Le Mans. Je discutais il y a 2-3 jours avec Romain qui a forcément fait une checklist comme il l'a fait après Portimao. Il a fait la même chose après Monza pour essayer de faire évoluer la voiture et essayer de régler un petit peu les petits problèmes. Je crois qu'il m'a dit de Portimao, il y avait 4 pages, il y a plus que 2 pages à gérer. Donc on a déjà divisé le travail par 2. Mais bon, ça manque de roulage par rapport à la concurrence, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre que la voiture soit fiable. Et si les deux voitures viennent à l'arrivée, c'est pas un problème de pilote, parce que bon, c'est quand même du lourd avec les pilotes. Donc, ce sera peut-être des petits problèmes de fiabilité et des problèmes de jeunesse. Est-ce que tu les vois finisher? Je les vois finisher, j'espère pour eux. J'espère pour eux que ce sera finisher. Maintenant, je te dis, pas une science exacte. Donc, je serais content pour eux s'ils finissent, parce que ça reste en plus le constructeur que tout le monde aime, que tout le monde apprécie. C'est quand même un constructeur qui a reçu des demandes, mais ça, c'est un truc de fou, qui a reçu des demandes pour savoir s'ils ne vendaient pas les pièces de la voiture qui étaient cassées après les essais. Quand Menezes a sorti la voiture à Vallelunga, et Jim prit des photos des pièces cassées et a reçu des messages pour savoir s'il y a quelqu'un qui pouvait si on pouvait acheter les pièces. Tu vois, donc c'est tellement ouvert, tellement open comme programme et tout que c'est un peu c'est forcément le chouchou. Alors, c'est un peu, j'en parlais en rigolant avec Romain, c'est un peu le Pescarolo bis, dans le sens où c'est un peu le petit poussef qui s'attaque au gros avec moins de moyens, qui est sympa, qui a une bonne cote de popularité. Et maintenant, bon, même si Henry a forcément plus de background derrière en endurance et au Mans, et certainement plus de préparation avant de venir. Mais maintenant, ouais, finisher, pourquoi pas. Ouais. Laurent, la dernière, pour finir, Cocorico, notre Alpine. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut lui demander à notre Alpine? Bah, qu'elle gagne. Elle a ses chances cette année, on peut le dire. Ouais. Bah, alors Elle a après, des c'est toujours chances. pareil. C'est toujours pareil. On est rendu dans une catégorie reine avec une balance de performance. Ce qui, moi, a tendance un peu je vais pas dire à me saouler, mais je trouve ça un peu dommage qu'on ait une catégorie reine avec une balance de performance. Maintenant, bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on doit s'y adapter. On a pu voir depuis le début de saison que l'Alpine, elle est là, elle fait une pole avec Mathieu, ça marche, mais maintenant, si ça fait plus d'arrêts, tu dois remettre du carburant dans la voiture beaucoup plus que les autres, bah, tu peux gagner que si les autres font un faux pas, si les autres font un faux pas, pardon.
S'il n'y a pas de faux pas, bah, tu es un peu le troisième larron. Maintenant, je pense qu'Alpine, Signatec, c'est pareil, hein, c'est solide. L'équipage est solide aussi. Et le moindre, à mon avis, le moindre problème d'une Toyota, je pense que l'Alpine peut évidemment s'engouffrer dans la brèche. La voiture est fiable, c'est un châssis Oreca. Elle a prouvé ce qu'elle valait dans le passé. Maintenant, on va voir aussi quelle va être un peu la BOP pour les 24 heures du Mans, mais ce serait plutôt pas mal qu'une Alpine gagne. Et alors évidemment, tu as toujours des gens qui vont dire que c'est pas une Alpine. Oui. Maintenant, pour être franc, enfin ça c'est mon avis perso, hein. Personnellement, moi je m'en fous, c'est un châssis français, c'est des pneus français, on a 2 pilotes français sur 3, c'est une équipe française, des partenaires français. Et puis l'année du décès de Jean-Pierre Josso, ce serait bien qu'une Alpine gagne au Mans. Ouais, la dernière victoire d'Alpine, 78, 43 ans. Hmm. Donc, du Ça ne nous coup, rajeunit pas. ouais. Bah, je venais de naître, tu vois, 78, donc voilà. Donc ouais, moi j'étais pas au Mans 78 non plus, mais ce serait aussi très bien. Et ce serait aussi très bien, je pense, s'il faut qu'Alpine appuie sur le bouton LMH ou LMDH. Enfin, on va dire Hypercar. Pas LMH, LMDH, on va dire Hypercar. Je pense que s'il y avait quelque chose, c'est soit après c'est à double tranchant, hein. En fait, cette Alpine, elle a une target, elle a 1 an pour gagner, c'est cette année. Je veux dire, c'est la. Après, peut-être qu'il peut y avoir une deuxième année l'année prochaine si la réglementation le permet, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, en fonction, je pense, du plateau 2022. Donc la target, elle est là. Donc là, tu peux gagner le Mans. Donc après, est-ce que Alpine s'y gagne? Est-ce que Alpine va dire bah, on continue avec un nouveau proto? Est-ce qu'on va dire bah, maintenant c'est bon, on a gagné le Mans et on va faire autre chose? Ça, après, je suis pas non plus à la direction. Je m'appelle pas Laurent Rossi, même si on a le même prénom. Mais je sais pas après quelle direction sera prise par Alpine. Ouais. Bon, Laurent, on a fait le tour de la catégorie N, LMH. Maintenant, on va passer dans la catégorie qui offre le plus de spectacles, la LMP2. On a 25 voitures au départ. Mhm. United, pour moi, est-ce qu'ils peuvent se succéder par rapport à 2020? Forcément, et en plus, il y a l'équipe qui est derrière, tu as l'équipe derrière, tu as plusieurs voitures, et les équipages sont quand même solides. Donc forcément que United est entre guillemets archi favori. L'avantage du nombre, l'expérience et le package global. Alors, Je la peux déjà, 32 ou la 22? je peux déjà te dire que ce sera une Oreca qui va gagner. Ah, ça c'est sûr. Bon, ça peut être éventuellement une Russe, mais bon, ça reste quand même dans la famille Oreca. Ouais. La 32 ou la 22? Moi, j'aimerais bien la 32. La 32, c'est là avec Nico. C'est avec Nico, ouais. Ouais. Oui, oui, bah, de toute façon, les trois équipages, je veux dire, Di Resta, Lynn, Boyd, c'est C'est solide sympa. aussi, hein. C'est solide. Franchement, mais la 22 est solide, la 32 est solide. Enfin, tout est solide chez United. Ça fait rarement d'erreurs. Un mec comme Philippe Albuquerque qui est forcément au-dessus du lot. Donc ça fait forcément partie des favoris. Maintenant, là aussi, hein, ça reste une course d'endurance. Il y a quand même quelques autres équipes dont je me méfierais fortement si j'étais United. Alors, justement, là, tu me devances. Moi, je verrais bien WRT, parce qu'ils nous ont fait une forte impression à Monza. Mm. Je mettrais aussi Jota. Je sais pas ce que tu en penses, malgré les déboires qu'ils ont eu à Monza, mais à Portimao, ils étaient assez solides. Mm. Panis, qui reste quand même sur une victoire Mm. à Monza en ELMS, et En ils ont ELMS, ouais. performé, ils ont fait troisième à la dernière édition. Je pense que ça pourrait être pas mal, hein. On pourrait avoir, on peut rajouter le Néderlande, hein, parce qu'on a vu le travail qu'ils ont fait ce week-end avec un Paul Louchetin Ouais, assez en verve. Bah, Paul Lou ne sera pas chez eux, hein, mais ouais, et puis enfin, après, j'ai rien contre mes amis de TDS, mais là, c'est plus la victoire en pro-am. exact. Avec Fritz Van Aert, enfin, faut comparer ce qui est comparable. Par contre, moi, je me méfierais aussi de G-Drive. Ouais, tout à fait. G-Drive Ils ont un aussi, line-up assez solide. ils ont un équipage quand même assez solide, hein. Bon, Russinov, on connaît. Colapinto, même s'il n'a pas l'expérience du Mans, Colapinto, ça va méga vite. Et De Vries va méga vite. Donc, je me méfierais aussi un peu de ce que peut faire G-Drive. Mais là, c'est ouvert aussi, hein.
c'est quand même pas mal ouvert. Hein. On peut prendre aussi, on parle pas beaucoup d'eux parce qu'ils vont faire que Le Mans, alors ils ont un peu moins d'expérience, mais même Rizzi Competizione, hein, avec Ryan Cullen, Oliver Jarvis et Felipe Nasser, aussi ça pédale. Hein. Ouais, on les a vus, hein, leur galop d'essai à Monza était concluant. Ils ont pas été ridicules. Une bonne pointe de vitesse. Bah là, tu vois, tu me devances encore ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on va penser des Américains? Parce qu'on a aussi PR1 Mathiasen et on a aussi Dragon Speed. Donc, du coup, on a les trois teams américains. Bon, c'est support européen, mais ils viennent sous licence américaine. Dragon Speed, c'est la même chose. Dragon Speed, ça va jouer le Pro-Am. Ouais, avec Montoya et tout ça. Parce que tu as Henrik Edman dans la voiture, même si tu as Ben Hanley et Jean-Paul Montoya, forcément, tu vas jouer plus le Pro-Am que la victoire en général, je pense. Après, moi, je reste aussi persuadé qu'il y a des outsiders, Laurent, qui vont peut-être tirer leur épine du jeu, on va dire. On peut parler d'IDEC. L'année dernière, ils ont fait un Le Mans de folie. Après avoir cassé les deux voitures et être parti au fond et faire une belle remontée. High Class, avec le duo père-fils Magnussen. Real Team, ils vont jouer plus le Pro-Am. On l'a bien vu, hein, qu'ils ont gagné le Wake Aspa en Pro-Am. Et je mettrais quand même bien nos deux Français, Graf et Duquesne. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pas pour la victoire, hein. Plus sur le podium et les accessites. Ça fait partie. Toutes ces équipes-là que tu as énumérées ont des atouts dans leur jeu. Maintenant, Graf, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce que ça joue le Pro-Am. Et puis, tu as deux rookies dans la voiture, même si Vincent Capillaire a une colossale expérience maintenant du circuit du Mans. Mais c'est plus là aussi, c'est plus le programme qui va être en jeu. Mais maintenant, le reste, ce que tu as cité, high class, ça peut faire quelque chose de très très bien. Parce que je pense que Kevin Magnussen sera vraiment une bonne surprise. Vu ce qu'il a montré en IMSA dès le début, je pense que le gars a vite compris comment ça fonctionnait une DPI aux États-Unis et une LMP2 en Europe. Donc, je pense que ça peut faire aussi quelque chose de bien. Et puis, on a parlé au début de WRT, mais WRT, là aussi, il y a quand même deux voitures. Et je fais confiance à WRT aussi pour nous faire quelque chose de bien. Ils ont des beaux line-up aussi. Hein. Il y a du Kubica et du Deletraz. Ouais, puis après, tu as aussi. Tu peux aussi citer Inter-Europol avec Van der Zande et Brundle. Là aussi, tu as deux pilotes solides. Smiechowski est plutôt pas mal comme pilote silver, donc là aussi ça peut aussi faire quelque chose qui tient la route. Avec 25 voitures, là aussi t'as pas mal d'équipages qui peuvent gagner, et c'est aussi ouvert en Pro-Am que dans on va dire la catégorie reine, mais que dans l'autre classe avec plus de pilotes pro. Après, on peut faire un petit coucou à Arc Bratislava, Laurent. C'est un peu aussi, c'est le petit poussé de la P2. Ouais, alors c'est le petit poussé de la P2. Moi personnellement, c'est vraiment une équipe que moi j'apprécie parce que, ça fait des années que je connais Miro Konopka parce que il était déjà en FIA GT avec une Porsche dans les années 2000. Et moi j'adore le mec parce que il a quasiment pas de sponsor sur la voiture. Il fait ça avec son argent perso. C'est un méga passionné qui a un parc de voitures qui est juste hallucinant. Entre les Lamborghini Super Trofeo, entre les Salines, des P2, donc il y a l'IGA, donc l'Oreca maintenant, plus les Ginetta LMP3. Enfin bon, il a un parc de folie. Et le gars, il fait ça à la bonne franquette. Cette année, il fait rouler son fils. Bon, après, il dit, je comprends un peu moins quand son idée de passer d'une Ligia à une Oreca pour essayer. C'est pas parce qu'il passe d'une Ligia à une Oreca qu'il va gagner. Mais maintenant, je comprends un peu sa frustration aussi d'être là. Il n'était pas la seule Ligier parce qu'il y a Racing Team India, Eurasia. Mais moi, je suis assez, je vais pas dire fan, mais j'aime bien ce genre d'équipe. C'est le petit poussé parmi les grands, comme tu dis. C'est un peu la même chose que Glickenhaus, même si la RC Bratislava, il y a quand même nettement moins de moyens. Mais ça fait plaisir qu'il y ait encore comme ça des équipes où tu peux rentrer, où il n'y a pas de service de sécurité, où tu vas demander directement, il y a assis dans le chef de camping et tout, il s'en fout. Et lui, il vit ça par passion. Il fait le WEC cette année, il fait Le Mans, il va refaire l'Asian Le Mans Series. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est une équipe slovaque qui met en avant la Slovaquie, il roule avec son fils. C'est génial.
Par contre, peut-être, ça c'est mon point de vue, ils ont peut-être fait une erreur qu'ils n'aient pas pris l'Oreca à Monza. Alors, on ne sait Après, pas si c'est pour une histoire de finance ou que la voiture n'était pas prête. Je suis pas dans ce secret des dieux, mais je pense qu'ils auraient eu peut-être plus un capital confiance en essayant d'avoir l'Oreca pour Monza avec le kit Le Mans. ouais, oui, 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 oui. Bon, après, tu vas voir, ils vont avoir la journée test, ils connaissent la course, ok, c'est une Oreca. Bon, ça reste dans la catégorie LMP2, le moteur est le même, les pneus sont les mêmes. Donc oui, il va falloir s'habituer un peu au changement de châssis. Maintenant, ça reste quand même un équipage quand même qui est très typé de gentleman, même si Oliver Webb est un cran au-dessus de par l'expérience. Mais bon, mais je te dis, moi je suis content qu'il reste encore des équipes comme ARC Bratislava, comme Eurasia, qui a des mécanos qui viennent de tous les pays, des Philippins. C'est un peu le gros melting pot de l'endurance. Et enfin, moi personnellement, c'est ce qui me plaît, d'avoir des gens qui viennent de partout et d'horizons divers, et surtout des gens qui se prennent pas la tête et qui sont contents de te voir quand tu vas les voir, et c'est pas le cas partout. Tu avais une question, Jeff? Ouais, effectivement. Bah, ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Oui, justement, il y a Florent Guitel pour conclure peut-être le LMP2, Alban. Du coup, ça risque d'être moins facile en LMP2 pour United cette année. United qui a été très très fort l'année dernière, presque imbattable, on va dire ça comme ça. Du coup, on peut s'attendre à une bagarre encore plus importante, du coup, et beaucoup moins de facilité pour United. Est-ce qu'on pourrait conclure comme ça finalement? Bah, Euh, le truc, c'est que, alors on le dit depuis, je sais pas, 4-5 ans, enfin, depuis qu'il n'y a plus les trois grands constructeurs en LMP1, tout le monde te dit au début, ah, c'est une LMP2 qui va gagner. À force de le dire chaque année, ça va bien finir par arriver une fois. Bon, par contre, ça va pas arriver pendant 10 ans, parce qu'avec ce qui nous attend dans les prochaines années, là aussi, c'est un peu comme Alpine. Il y a une target pour qu'une LMP2 gagne les 24 heures du Mans. On peut pas l'exclure, les voitures sont méga fiables. Comme vous l'avez dit tous les deux, au niveau des équipages, c'est solide. Et les deux Toyota vont débuter au Mans quand même, hein, même s'il y a l'expérience de la TS050. Mais la Glickenhaus, c'est pareil. Alpine, c'est fiable, mais il n'y a qu'une seule voiture. Tu peux aussi te prendre les pieds dans le tapis. Tu peux avoir une sortie de piste. Tu peux avoir un problème mécanique que tu n'as peut-être jamais eu. Et c'est peut-être aussi une année pour une LMP2. Alors, je ne vais pas dire que les LMP2 vont tout faire pour jouer la victoire générale, mais en 2017, c'était quand même Thomas Laurent qui était en tête des 24 heures du Mans, alors qu'il y avait, plusieurs constructeurs quand même en LMP1 qui étaient en tête le dimanche matin. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais. Laurent, pour conclure, on a une nouvelle entrée. Racing Team India qui a décroché son ticket grâce à grâce à l'Asian Le Mans Series. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Alors, décrocher son ticket suite à l'Asian, c'est un peu partagé parce que là, c'est avec Eurasia et en Asian, c'était avec Algarve Pro Racing. Donc, Oui. tu vois, c'est pas la même équipe d'exploitation. Et en plus, c'était une Oreca à la Ligier. Je sais pas. Je suis un peu, comment dire, partagé avec un team qui s'appelle Racing Team India et en fait, il n'y a pas de pilote indien. Donc, je trouve ça un peu dommage. Il devait y avoir Naren Kartikeyan qui était censé rouler avec Navin Rao notamment. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc, bon, après, voilà, ça s'appelle Racing Team India, il n'y a pas d'Indien. Bon, c'est comme ça. Écoute, on va voir. Là aussi, on a trois pilotes. Enfin, on a deux pilotes surtout qui connaissent pas forcément trop encore le P2 avec John Corbett et Tom Clout, qui je crois avait fait le Mans mais sur une GT, enfin c'était sur une GT il y a quand même pas mal d'années. Donc bon, l'équipe c'est géré par Marc Godard et là aussi bon c'est la seule ligier du plateau, ça roule en pro-am. Donc écoute là aussi je pense que et là aussi c'est bien quand même qu'à l'heure actuelle on a des équipes qui viennent de l'Asian Le Mans et qui viennent du continent asiatique réellement viennent rouler aux 24 heures du Mans par les temps qui courent. Vous me voyez toujours là ou pas, là où c'est noir? Je suis en train de changer un peu, mais Si tu veux j'ai mettre pas ta trop pub de d'éclairage. lumière, vas-y. Attends, je reviens. Il y a un petit Vas-y. contre-jour, ouais. Il y a un petit contre-jour. Je reviens. Vas-y. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Ah oui, Exactement, parfait. beaucoup mieux. Donc, ben voilà, Laurent, on a Voilà. clôturé la partie proto en faisant les LMH et la P2. Maintenant, on va ouvrir la page qui est aussi très très intéressante et très très riche en plateau. On va ouvrir la page du GT. Avec le fer de lance du GT, on a les GTE, les LM GTE Pro, et là, on a une bagarre à 3.
On va avoir Ferrari, Porsche et Corvette. On peut les moduler, on peut faire pour les puristes Porsche, Ferrari, Corvette, Corvette, Porsche, Ferrari. Moi, je pense qu'on va quand même avoir du Porsche cette année, parce que l'année dernière, la voiture n'était pas tout à fait finie, elle n'était pas bien finie, ce que Kevin Estre nous avait dit, qu'elle était en rodage. Là, cette année, on les a vus quand même sur les 2 premières manches de WEC assez fort. Donc, ils ont gagné Spa et ils gagnent le Monza. Qu'est-ce qu'on peut dire de Porsche, Laurent, en pro? Je pense que tu as tout dit. Si tu te fais au début de saison, tu peux te dire que Porsche va avoir l'avantage. Maintenant, là aussi, c'est comme la catégorie hypercar, une balance de performance. On a vu dans le passé que ça n'a pas forcément tourné toujours à l'avantage de Porsche. Il y a eu des années quand même où c'était un peu compliqué pour eux. Attends, je reviens parce que la porte est ouverte en fait. Panique, pas de panique. Hein. Voilà, on va y arriver. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc les Porsche n'ont pas forcément toujours brillé par rapport à la BOP. Maintenant, là, ça va être ouvert, je pense. Et il y a du lourd, il y a du lourd partout. Il y a même du lourd aussi chez WeatherTech, comme il y a du lourd chez Moto Racing. Exact. Donc, c'est sûr que tu as plus de Porsche que de Ferrari et de Corvette. Donc, bon, je pense que les Français aimeraient bien aussi que Corvette fasse quelque chose de bien. Ils n'étaient pas là l'année dernière. C'est la dernière année, alors pas forcément de la C8, parce qu'aux États-Unis, elle devrait rouler encore l'année prochaine, mais en version, on va dire, downgradée en GTD. Et je pense de toute façon qu'on aura encore, enfin, c'est pas je pense, quasiment sûr, on aura du GTE encore l'année prochaine au Mans. Donc voilà, donc je pense que le plateau que tu as cette année, tu le reverras l'année prochaine. Alors, Laurent, chez Porsche, en Belgique, ça va être la 91 ou la 92? Alors, Mako ou Estre? Écoute, les deux sont français et j'apprécie les deux et je suis très pote avec Fred. Donc après, les deux ont de sérieux, sérieux équipage. Et tu vois, on avait peur au début avec Neil qui passe du proto et puis de la monoplace à une GT et qui n'était pas forcément en confiance en début de saison. Et au final, tu te rends compte que c'est vite venu et que Neil est très compétitif dans la voiture et que il y a quelque chose aussi de bien à faire avec cette 92 et Kevin est un peu le mec un peu au-dessus de tout en ce moment dans tout ce qu'il fait et tout et voilà donc je suppose qu'il y aura une belle petite bagarre entre la 91 et la 92, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, mais surtout pas sous-estimer la 91. On sait qu'un Jimmy Bruni notamment est très vite au Mans. Richard Litt, ça fait pas de faute. Et Fred, ça fait encore moins de fautes. Donc, et la 92, c'est à peu près pareil. Donc, bon, donc les deux ont plutôt de sérieux arguments. Et Laurent, est-ce qu'il n'y aura pas une 51 pour leur mettre les bâtons dans les roues? Il y aura une 51, il y aura aussi une 52, faut pas croire. Hein. 52 aussi, bien sûr. Donc, Donc, il y aura une rouge. il y aura une rouge. Et puis, faut se méfier aussi de la Porsche 72, même si c'est bon, ok, c'est le département de la Sarthe, ça n'a rien à voir avec un engagement sartois. Je veux dire, quand tu fais rouler Dries Venter, même s'il n'a pas l'expérience du GTE, Alvaro Parente, qui pour moi est quelqu'un de sous-employé, comme c'est pas possible, tu comprends même pas que ce mec-là est pas un volant officiel à l'année. Et Maxime Martin, qui fait partie, enfin qui est d'ailleurs le vainqueur en titre, c'était sur une Aston, mais en GTE Pro. Là aussi, ça va aller vite. On a un beau plateau quand même, là, en GTE Pro, là, cette On a année. un beau plateau et on a surtout des Ferrari qui sont bien en pneumatique, bien en stratégie et qui en fin de course arrivent toujours à sortir du bois. Donc il faudra évidemment faire une course sage, mais je ne serais pas surpris en fin de course en fonction des conditions qu'une Ferrari arrive encore à sortir son épingle du jeu, et on va voir aussi ce que va donner la BOP de la Corvette. Parce que Exact. la C8 a roulé à Portimao, certes, à Spa, pardon, C'est pas vrai. mais on va voir ce que ça va donner après pour le Mans. Est-ce que tu penses qu'on aura une arrivée au finish comme on a eu à Monza, avec même pas la seconde entre les deux voitures? J'espère, tout le monde veut ça. J'espère qu'à 23h30, tu auras au moins une Ferrari, une Corvette, une Porsche qui seront en roue alors, je vais pas dire pour se mettre des coups de portière parce que c'est pas le cas, mais pour se passer, se repasser, et qu'en final ça se joue ça se joue sur la ligne d'arrivée. C'est ce qui pourrait arriver de plus beau. Si tu as
une bagarre Ferrari-Porsche-Corvette, magnifique. Moi, Corvette, si tu veux, Laurent, je me permets, ça reste encore un peu l'inconnu. Ils ont fait qu'une course préparatoire au WEC. On sait qu'ils dominent l'IMSA parce que le plateau IMSA en GTD en GT Pro est un peu plus light que chez nous en Europe, sauf pour les courses d'endurance où là on a BM qui revient. Est-ce que tu penses que Corvette ont leur carte à jouer pour la victoire finale? Ouais. Après, je te rejoins suivant la BOP. Ouais, oui, bah oui, c'est pareil. T'as Garcia, Taylor, Katzberg et Milner, Tandy et Sims. Donc, si tu veux, c'est quand même, là aussi, c'est quand même du lourd. Donc oui, c'est sûr que Corvette a son mot à dire en GTE Pro, même s'il n'y a pas forcément le retour, le même retour que la concurrence. Bon, il y a les 24 heures de Daytona, enfin il y a le championnat américain, certes, mais le championnat américain, c'est pas le WEC. Le circuit est pas le même, et on peut pas comparer Daytona au Mans, mais si la BOP est bien, je veux dire, il n'y a pas de problème. Les pilotes connaissent suffisamment le circuit en plus, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et nos deux petits poussés de Boto et WaterTech? Bah, écoute, WeatherTech, tu peux te dire que le point faible, c'est Cooper McNeil, parce qu'il est silver. T'as beau avoir Bamber Vantore, qui se connaissent parfaitement, qui sont complémentaires et qui s'apprécient et qui savent rouler l'un avec l'autre. Mais maintenant, si tu regardes la liste des engagés, c'est le seul silver. Donc, vu que c'est le seul silver, déjà, tu pars avec un handicap. Même si, euh, Même si ça a gagné aux États-Unis, ok, ça a déjà gagné aux États-Unis en IMSA. Maintenant, là, c'est Le Mans, c'est 24 heures. Et que quand tu n'as que des pilotes Platinum en face, à part, je crois, Dries Vantore qui doit être encore Gold, forcément, tu pars avec un petit peu un talon d'Achille, on va dire. D'accord. Laurent, on s'attaque au gros du gros, le GTEM. Là, il y a du plateau aussi, hein, avec 23 23 voitures. voitures. C'est un peu quelque part les P2, mais version GT. Ouais. Et puis c'est surtout, c'est un peu comme le P2, c'est que tu as toujours dans l'échiquier quelqu'un qui paye, pas forcément un constructeur. Tu as toujours, comme il faut un gentleman, tu as toujours un gentleman qui amène une partie du budget. Tu as toujours l'attrait des 24 heures du Mans, que tous les pilotes ne peuvent pas rouler en P2. Donc tu en as qui préfèrent ou qui se sentent plus à l'aise en GTEA, mais là aussi, pour l'instant, le GTEA, c'est un franc succès. Il suffit de voir la grille, hein, 23 voitures. Si tu prends la liste des suppléants, je crois qu'il restait 4 suppléants, et je crois que sur les 4, il y avait encore 3 GTEAM. Donc, bon, c'est plutôt encore une catégorie qui est très très forte. Et là, bagarre à trois constructeurs, Ferrari, Porsche, et là on va rajouter Aston, parce qu'Aston en plus ont amené une équipe officielle. Ouais. Donc du coup, ça va être dur là aussi de déterminer qui va pouvoir remporter le Graal là. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Et là aussi, tout est ouvert. Il y a Aston Martin qui n'est pas présent en pro et qui peut toujours évidemment, enfin qui a gagné l'année dernière d'ailleurs en RAM et en pro, peut évidemment là aussi sortir son épingle du jeu. Donc là, c'est ouvert, il y a du monde en face et écoute, là, je sais pas trop qui peut s'imposer. Euh, Alors, on peut se dire, AF Corse, au vu de la prestation de Monza, Ouais, alors, moi personnellement, j'aimerais bien que ce soit François qui gagne, Perrodo, mais là, c'est plus du coup le côté affectif qui parle. Mais il y a du monde en face. Puis il va falloir voir ce que va donner aussi l'équipage féminin avec les débuts de ouais, Sarah Bovy. oui, Donc ça, c'est une belle récompense. Je crois que c'est 30 ans en plus après que son père ait fait de mémoire, il avait fait que la journée test, enfin les essais, il avait fait que les essais, je crois, des 24 heures du Mans. Donc ça, c'est je pense une belle histoire familiale à raconter en plus. Parce que c'était pas prévu en plus que Sarah fasse les 24 heures du Mans. Donc ça, c'est plutôt, je trouve ça plutôt sympa. Normalement, elle devrait venir bientôt. Je sais pas quand, mais on a son accord pour qu'elle vienne nous raconter tout ça. Voilà, ça va venir sur le groupe. Voilà. Vous elle verrez, elle est était où? cool, Sarah. Ouais. On la rencontre, Paul Ricard est très attachante. Au-delà d'être rapide. Très rapide. Ouais. Et la Ouais. première, et c'est juste une petite anecdote. La première interview que j'ai faite de Sarah, elle est roulée aux 24 heures de Spa sur une gilet Vertigo. Je sais pas si ça vous parle.
Et il y avait une soirée, je me souviens, pour la présentation du team, et il donnait des bouteilles d'un alcool pas très très fort, mais il y avait une bouteille qui était avec la couleur du team. Et le team m'avait filé 2 bouteilles. Et je suis arrivé voir Sarah, que je connaissais mes 2 noms, mais que je ne connaissais pas. Je suis arrivé voir Sarah pour une interview avec mes 2 bouteilles sous le bras. Et au début, je pense qu'elle m'a pris pour un pochetron. Euh, voilà. Donc, c'est la petite anecdote de Sarah, ma première rencontre avec Sarah Bovy. D'accord. Et t'es reparti que les 2 bouteilles ou tu l'as laissé une? Non, bah non, elle était dans l'équipe, donc je pense qu'elle pouvait avoir un carton si elle le voulait. Donc, moi, je suis reparti avec mes 2 bouteilles. Je suis reparti avec mes 2 bouteilles. Ça t'arrive souvent de repartir avec 2 bouteilles, Laurent? Non, Non? non, Non? non. Oui. Ah, franchement, Je plaisante, déjà, évidemment. Tu sais à déjà, quoi je fais allusion. Voilà. déjà, je suis pas quelqu'un. Je suis pas quelqu'un. Ah, Je sais. j'avais oublié. Ouais, oui, oui, d'accord. Je vois à quoi Oui, tu fais voilà. allusion. Oui, oui. Mais c'est rare. Et je crois même, d'ailleurs, c'est la première fois depuis. Bon. Donc, ça m'arrive une fois depuis, c'est tout. Voilà. Alors, comme il faut pas faire de mauvaises allusions sur les lives, parce que voilà, on a offert un petit peu de vin à Laurent quand on l'a vu au Paul Ricard avec Alban. Voilà, le petit rosé du Sud, puisqu'il était au Castellet. Voilà, c'est ça la petite Ouais. histoire. Avec Et modération, bien sûr. ouais, et rajoutez bien que Thomas Bastin était encore dans le coup. Oui, exactement. Tout à fait. Il Non, parce s'est que laissé faire. Ah oui, je oui, voudrais oui, pas oui, ça fait passer de pour le chacun. seul, le Ouais. seul mec qui repart avec une bouteille. Oui, oui, oui. Voilà. Justement, Laurent, on parle de Sarah Bovy, Iron Dams. Est-ce elles peuvent nous sortir un podium? Il y a tellement de niveaux. Maintenant, ce qu'on a vu à Monza, c'était bien. Et il suffit que tu aies des abandons et que les filles elles fassent une course propre et limpide et qu'au final, ça fait un podium. Ouais, ouais, c'est pas quelque chose qui est inenvisageable. Je te dis, en sport auto en ce moment, il peut arriver tout. Tout peut arriver. Alors, évidemment, de là à ce que tu me dises qu'à RC Bratislava qui a gagné les 24 heures du Mans, bon, j'aime beaucoup mon ami Miro, mais je pense que là, on va être un peu dans le dur quand même. Il Mais faudra un d'une façon. cataclysme. Ouais, non, mais enfin, faut être réaliste. C'est surtout une histoire de réalisme. Faut être pragmatique. Il y a un moment, on peut pas faire tout et n'importe quoi, et on peut pas parier sur. Bon, Thomas est pas là, mais on peut pas parier sur n'importe qui non plus. Ouais. Et l'équipage, on a parlé de Ferrari avec Ive Corse et puis Iron Lynx. On a parlé d'Aston avec Dallana, Team et tout ce qu'il y a avec. Maintenant, Porsche, on va avoir le DMC Proton, on va avoir Project One. On a vu en WEC que Project One avait fusillé 2 châssis à Spa. Est-ce que on peut se réattendre à une victoire d'une Porsche en AM? Parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu une Porsche en AM. Le dernier, c'était, je crois, Julien Delauer qui l'avait gagné d'ailleurs. Quand tu vois, alors Porsche a pas forcément l'avantage du nombre par rapport à Ferrari notamment. Exact. Maintenant, oui, 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 tu peux avoir une Porsche. Maintenant, si tu dois avoir une Porsche qui gagne, ouais, ouais, ça peut très bien le faire avec, je sais pas, Pera, Cairoli et Perfetti par exemple chez Project One, pour citer cet équipage-là. Mais ça fait partie des équipages qui peuvent gagner, comme Reed Evans Campbell. Je veux dire, c'est solide aussi, un Reed Evans Campbell chez DMC Proton. Euh, c'est peut-être. euh, c'est peut-être un petit peu moins avec Long, Giraudy, Laser, parce que Giraudy, de mémoire, doit être bronze. Celle avec Julien, Dominique Bastien, qui est on va dire, le doyen du plateau, qui a 60, je ne sais plus quel âge il a, Dominique Bastien, 72 peut-être, 70, dans ces eaux-là. Ça va forcément être compliqué, même s'il y a en plus Lance David Arnold, qui est le troisième pilote, qui est un bon pilote, mais qui débute aussi, au Mans, en GTE avec la Porsche. Donc, bon, je pense que DMC Proton et Project One, chez Porsche, ont l'avantage. Je vois pas trop Herbert non plus avec Heineken, Bone et Ronauer. Pareil, avec 3 rookies. Puis il n'y a pas de gold ou de platinum dans la voiture. Mais je te dis, moi, je mettrais une pièce sur la Ferrari F-Corsé. De François Perraudot. Ouais. Avec Niklas Nielsen. Et Alessio Rovera, qui a un très, très, très bon silver. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas Manu Collard. Ouais. Et Manu Connard, François le garde en ELMS. On le voit rouler en ELMS. Et Manu roule en ELMS c'est dommage que personne fasse appel à lui parce que Manu a toujours
Il a une expérience colossale, humainement parlant, il est adorable et je trouve dommage que Manu soit pas au départ des 24 heures du Mans. Si je devais faire rouler, si j'avais l'argent et que je ferais rouler une voiture âme, je prendrais Manu. Déjà parce que je suis sûr de passer du bon temps, déjà, et parce que c'est quelqu'un d'adorable et en plus l'expérience des 24 heures, c'est un truc qui s'achète pas. Alors, il y a plein de pilotes qui ont l'expérience des 24 heures, mais ouais, Manu a encore ce petit truc en GT pour savoir ce qu'il faut faire. Bien sûr, c'est comme tu dis, l'expérience, le coup de volant est toujours là. Donc voilà. Laurent, on a fait le tour sur les pilotes, les forces en présence. Alors, je peux te rajouter un truc, parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je tiens à souligner les forfaits par l'association SRT 41 de Frédéric Sausset. Oui, tout à fait. Parce que c'est un programme intéressant. Je sais que Fred pour parler vulgairement, on a chié pour monter le programme. Et je suis vraiment content de voir que cette voiture va pouvoir participer aux 24 heures du Mans. Et ça n'a pas été facile. Et c'est une voiture qu'il faudra forcément suivre parce qu'elle roule dans le cadre de ce qu'on appelle l'innovative car, donc avec un concept particulier, avec des voitures avec deux pilotes pardon, qui sont atteints d'un handicap avec Takuma Aoki et Miguel Bailly. Et c'est François Hériot qui fera le troisième. Et il faut souligner le travail, je pense, fait par Fred, parce que je pense que par les temps qui courent, c'est pas facile de trouver les budgets, même pour faire le Mans. Malgré le côté innovant du projet, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que Fred est quelqu'un pour moi d'incroyable. On l'a eu en live le mois dernier et il nous a tout expliqué comment ça se passait pour lui. C'est un investissement humain et aussi financier. Il nous a dit que on lui a mis pas mal de bâtons dans les roues de par son handicap et maintenant on le voit, il est présent sur la ligne. Mais ce qu'il a fait, est juste, qui est juste surréaliste. L'énergie qu'il a passée, le fait qu'il y arrive, le fait qu'il se débrouille bien. Franchement, moi je suis valide et j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Hein. Franchement. Tout à fait. Franchement, chapeau bas. Exactement. Du coup, on finit une belle conclusion sur Fred Sausset. Est-ce qu'on va passer les mêmes 24 heures qu'en 2020? On aura un petit peu plus de suspense dans certaines catégories ou j'espère déjà ça va dégommer de partout. J'espère déjà qu'on aura un peu plus de spectateurs que l'année passée déjà. Ouais. Ça, ce serait pas mal. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, ça reste Le Mans, comme ça ne sera pas la semaine prochaine. Si tu perds le moindre dixième et tout, c'est compliqué de le rattraper. J'espère que la météo sera clémente et que tout se jouera sur la piste et que ça va pas se jouer avec des conditions météo qui fassent qu'il faut interrompre la course, mettre des full course yellow, des safety cars et tout. Mais non, je pense qu'on va assister encore une fois à une belle course. Et puis tout le monde attend impatiemment 2023. C'est-à-dire tout le monde attend d'une le centenaire déjà, et puis de deux l'arrivée de toutes ces LMDH qu'on nous promet depuis un petit moment et qui devraient être réalité en 2023, avec en plus l'arrivée de Ferrari en hypercar et Peugeot qui, selon l'avancée du programme, viendra soit l'année prochaine, soit 2023. Donc 2023, c'est l'année que tout le monde attend. Et bien sûr, on va avoir on aura les Américains qui vont venir. On aura la passerelle avec l'IMSA qui va se mettre en place gentiment. La passerelle va se mettre en place gentiment. Alors après, est-ce que les Américains, quand est-ce qu'ils vont venir au Mans? Est-ce que BM va venir au Mans la première année? Pour l'instant, je pense que c'est pas acté à 100%. Est-ce que Acura va venir au Mans la première année? C'est pas acté à 100% non plus. On peut avoir Porsche Audi. Ouais, tu peux avoir. Oui, tu auras Porsche Audi, c'est sûr, et puis il y en aura d'autres. Laurent, une question toute simple. C'est moi qui te la pose. Est-ce que l'attrait des 100 ans, le 100e anniversaire, ça ne sera pas la 100e course, c'est quand même the place to be pour moi. Même si je sais que derrière, il y a des finances, il y a tout un tas de choses qui sont bien plus complexes que ma simple question. Mais c'est quand même, en termes d'image et de communication, Laurent, c'est très important. Oui. Maintenant, les constructeurs ne développent pas un prototype pour faire le centenaire des 24 heures du Mans. Ça rajoute un peu, si tu veux, de visibilité à l'épreuve. Et au niveau communication, au niveau marketing, forcément, tu peux dire que tu étais là pour la 100e. Je pense que ça va être bien aussi pour les pilotes
parce qu'ils pourront dire ouais, j'ai roulé à le centenaire des 24 heures du Mans. Maintenant, tout est relatif. Ce qui est bien, c'est que ça ouvre un nouveau chapitre avec l'arrivée donc de ces LMDH, et c'est un nouveau chapitre, et je pense que le chapitre n'est pas fermé. Bon, après, ça n'avance que moi, mais je pense que l'étape suivante, ce sera le remplacement des GTE par les GT3. Donc, ça nous laisse présager de belles éditions, et si le LMDH, la catégorie hypercar, pardon, a le succès escompté et qu'on ouvre au GT3, je ne sais pas comment on va faire pour faire tenir 62 voitures dans les stands. Ça veut dire qu'on va rider la voile sur les LMP2. Si elles existeront encore, peut-être qu'ils vont transformer cette catégorie. Bah, le règlement est fait pour que les nouvelles LMP2 arrivent en 2024. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'engage que moi. Je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Maintenant, moi, personnellement, je serais plus partisan pour qu'il n'y ait pas de LMP2 et que tu mettes les LMDH sont basés sur les LMP2 et tu mets le LMDH sur le système hybride. Et tu fais du pro. Et tu mets pas de P2. Est-ce que tu l'as proposé à Pierre Fillon? Voilà, je suis pas promoteur, je suis pas législateur, je suis un simple journaliste et chacun doit rester à sa place. Donc ça, c'est juste ma vue. T'as rien à perdre, Laurent. C'est juste ma vue personnelle du truc. Où je pense que les GT3 forcément vont arriver au Mans et en WEC parce que de toute façon il n'y a pas d'autre issue. Et que les LMP2 c'est bien, mais est-ce qu'il faut faire des LMP2 ou est-ce que tout simplement vu que le plateau LMDH sera suffisamment, à mon avis, intéresse suffisamment, il y a forcément des gentlemen qui vont vouloir faire du LMDH parce qu'ils peuvent gagner. Pourquoi pas faire du LMDH mais sans système hybride. Après, c'est une idée comme une autre. Alors après, tu peux dire aussi, on fait du LMDH puis on accepte les LMP3. Voilà, sauf que tu rajoutes encore plus de voitures et que là, il va falloir faire 2 éditions des 24 heures du Mans, c'est-à-dire une édition proto, une édition GT. Parce qu'il y aura trop de voitures, je pense. Alors, c'est un bon sur problème. Le GT3, Laurent, comme que tu nous parles du GT3, on aura 2 catégories GT3. On aura une catégorie GT3 Pro et une catégorie GT3M où ils vont faire le mix comme la LMP2. Ça peut se tendre comme une LMP2. Ouais, je sais pas. Je sens plus arriver le Pro-Am. Le Pro-Am. D'accord. Plus arriver le Pro-Am. Ça, c'est pareil. C'est plutôt, c'est pas spécialement ce que j'ai entendu. C'est plus la logique pour moi voudrait plus que ce soit du GTE Pro-Am et qu'il n'y aurait pas de pro. Il n'y aurait pas de pro parce que les pros, je pense, tous les pros vont être forcément occupés avec le LMDH parce que les constructeurs qui sont en GT3, là, je ne vais pas dire la plupart, mais il y a quand même pas mal de constructeurs qui vont aller en LMDH, donc, en hypercar, pardon, parce que le LMDH, entre le LMH et l'MDH, il faut plutôt parler d'hypercar. Donc, oui, je pense que ça a fonctionné. Alors, quand on aura les échanges validés avec l'IMSA, il y aura un beau plateau pour les futures 24 heures du Mans. On va pas parler de 2023, mais. Et puis si en plus, ça c'est pareil, c'est pas dans le secret des dieux, mais c'est une volonté aussi. Je pense qu'un jour on verra les 24 heures de Daytona qui feront partie intégrante du WEC. Donc tu auras le plateau WEC qui peut rouler, qui peut faire Daytona, Sebring, Le Mans, Fuji, une course aux Émirats par exemple, et une course à Monza, et tu as les plus belles heures du sport automobile, parce que de toute façon, il faut appeler un chat, il ne faut pas se voiler la face. On nous annonce la fin des moteurs thermiques pour 2035. 2035, c'est quand même dans peu de temps. Donc, il va falloir se dépêcher à venir voir. Moi, je serai où? Je viendrai. Alors, pour l'instant, c'est compliqué avec le Covid, évidemment, mais il va falloir venir voir, à mon avis, très vite des voitures avec des moteurs thermiques. Parce qu'on nous parle d'hydrogène, ce qui est très bien. J'espère que ce sera ça l'avenir, d'ailleurs. Mais il va falloir encore un petit peu de temps pour que la technologie hydrogène puisse être, on va dire, compétitive sur 24 heures. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des GT? Est-ce qu'on aura des GT hybrides? Est-ce qu'on aura des GT électriques? Est-ce qu'on aura des GT... Ça, aujourd'hui, je ne sais pas, mais on assistera forcément après, à l'approche de 2030, certainement encore à un changement en termes d'énergie, en termes de technologie, parce qu'il n'y aura pas de choix. En tout cas, l'endurance va retrouver ses lettres de noblesse dans les années qui arrivent. C'est ce qu'on peut se dire. L'endurance va retrouver ses lettres de noblesse, oui. Moi, j'espère. Il faut être prudent par rapport à la situation qu'on traverse encore. Il ne faut pas non plus s'enflammer de trop.
Maintenant, c'est positif. Enfin, nous, Endurance Info, on est bien placé pour le savoir quand on voit le nombre de clics. Ça clique forcément plus actuellement ou récemment avec toutes les annonces qu'il peut y avoir et par rapport à ce qu'il va y avoir dans les années futures. Mais oui, on est rendu maintenant, tu vas pouvoir avoir une équipe privée qui va pouvoir acheter un proto pour gagner le Mans. C'est quand même pas rien, ça. Ce qui n'était pas le cas avec les LMP1. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Laurent, c'est Glickenhaus qui a dit qu'il pouvait construire plusieurs LMDH pour des privés. Ouais, mais tout à fait. Ben, il peut construire. Alors lui, c'est pas l'MDH, hein. Lui, c'est LMH. LMH, pardon, excuse-moi. Il peut construire des LMH pour des privés. Ouais, il peut construire des LMH pour des privés. Il va même en faire une voiture de route. Donc, lui, il va même en équiper une avec de l'hydrogène. Donc, lui, il a toujours 50 000 idées à la minute. Donc, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Mais bon, il faut déjà voir ce qu'on va avoir à moyen terme. Et bon, je te dis, il ne faut pas, à mon avis, trop s'enflammer. La situation économique est encore très très précaire et on n'est toujours pas sorti. On n'est pas sorti du merdier, on va dire. Toi qui es dans le paddock, qu'est-ce qui est le plus attendu en 2023? L'arrivée de Peugeot, l'arrivée de Ferrari, la passerelle IMSA WEC? Oh, l'arrivée de Ferrari. L'arrivée de Ferrari dans la catégorie Rennes. Avec un proto construit par Ferrari, pas un proto construit par je ne sais pas qui. L'arrivée de Ferrari, forcément, c'est quelque chose qui fait triper. Tu peux avoir une bagarre Porsche-Ferrari. Je veux dire, d'un point de vue image, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors évidemment, tu peux rajouter Peugeot, et puis tu peux rajouter Audi, tu vas pouvoir rajouter peut-être, je pense qu'il y aura d'autres marques du groupe Volkswagen qui vont aussi rouler en LMDH, plus peut-être BMW. Lamborghini? Ouais, je pense que tu en as deux qui regardent fortement la catégorie. C'est Lamborghini et Bentley. Ça, c'est de notoriété publique. Et maintenant, il serait bête de ne pas y penser parce que la base du proto, c'est une base, tu pars d'un proto multimatique, on va dire. Donc après, tu changes quoi? La carrosserie, le moteur. Enfin, j'exagère un peu, mais pour schématiser, c'est un peu ça. Donc tu peux avoir 4 marques, tu peux vendre plein de voitures parce que c'est pas parce que le gars l'équipe veut acheter une Lamborghini qu'elle veut acheter une Porsche. Donc tu vas vendre des Lamborghini, tu vas vendre des Bentley, tu vas vendre des Porsche, tu vas vendre des Audi. Et en fait, à la base, c'est le même châssis. Et tu fais bingo. Et ça reste dans le groupe. Donc, tout gagné. Maintenant, la question c'est qui va venir se frotter à ce groupe VAG? Donc, oui, Acura va venir, oui, BMW va venir. Et après, c'est toujours pareil, tu as une balance de performance. Donc, la balance de performance risque d'un peu de réguler un petit peu tout ce beau monde. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, si on dit que Ferrari progresse et tout ce qui est, ils peuvent peut-être faire venir leur entité. On peut avoir peut-être un retour de Maserati aussi. Si on extrapole mais un peu. Maserati n'est pas affilié à Ferrari. Ou Alfa Romeo, les deux, ils sont dans le même. Tu peux, Alfa Romeo, c'est plutôt Stellantis quand même. Tu vois, donc c'est plus le côté Peugeot quand même. Maintenant, je pense que Maserati, bon, ça, c'est plutôt mon avis perso, mais je pense que Maserati, à un moment ou à un autre, va revenir en compétition. Est-ce que ce sera en proto? Pour l'instant, je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Il y a plutôt le GT avec la MC20 qui peut faire partie des pistes. Peut-être qu'on va certainement d'ailleurs qu'on va avoir une MC20 GT3 et que cette MC20 GT3 pourra rouler au Mans, alors qu'on n'a jamais vu la MC12. La seule année où elle pouvait rouler, elle n'est pas venue. Donc ouais, on peut aussi voir Maserati, Alfa Romeo. Il y a déjà la Formule 1. Ça me paraît compliqué de faire deux choses à la fois. Alfa Romeo. Pas dire qu'Alfa Romeo pédale dans la semoule, mais c'est un peu compliqué quand même pour Alfa Romeo, même si c'était plus quand même Sauber, mais bon, faire deux programmes de front, ça demande quand même de gros moyens, ce qui est capable de faire Ferrari, mais bon. Après, on aurait pu avoir Bugatti, mais c'est peut-être pas aussi dans la volonté politique du groupe. Ils ont sorti une hypercar, comme l'Aston Martin, la Valkyrie. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais pourquoi pas? Aston Martin regarde, mais c'est pas à court terme. Si Aston Martin vient, ce sera pas à court terme, ce sera forcément plus sur le moyen terme. Et si ça fonctionne et qu'ils sont des clients, c'est toujours pareil. Si tu as un mec fortuné, comme on a vu dans le passé avec Air Motorsport, avec les GT3,
et qui te dit bah moi je mets X millions sur la table et vous me développez une hypercar, bah David Richards il est pas plus fou que la moyenne, il va dire bah ok. Ou McLaren avec Zach Brown ou je sais pas qui. Mais qui vont dire bah vous avez combien? On a tant de millions, X millions. Bon bah ok, on y va. Et tu trouveras toujours 3-4 équipes pour acheter une voiture. Et tu as une équipe qui paiera le développement. Tu as un milliardaire qui paiera le développement de la voiture, comme un Stroll qui a acheté, qui s'est payé Aston Martin. Et à un moment, on a eu aussi les bruits de couloir de Hyundai. Ouais. Alors, est-ce que c'est un peu confirmé ou c'était pour faire un peu de se faire un petit peu de com? Non, Hyundai, c'est pas un secret que Hyundai regarde avec l'endurance, qu'ils ont recruté un géo trouve-tout qui s'appelle Christian Loriot pour la partie rallye, qui est quelqu'un de très brillant. Et bon, après, est-ce que ce sera du proto comme ça ou est-ce que ce sera plus vers de l'hydrogène? Je sais pas. Et il y a Mazda aussi qui nous a surpris cette année. Ils restent en DPI, mais ils n'ont pas du tout envie de passer sur le LMDH. Non, De suite, en tout cas, pas de suite. non. Oui, ça a été clair que c'était non. Maintenant, c'est toujours pareil. Si voient que c'est un succès, que tu peux arriver à faire un proto pas pour le prix, c'est le prix d'une GTE en termes de programme, on va dire. C'est un peu le but recherché, c'est que ça coûte moins cher que ce que ça coûtait le LMP1 de la grande époque. Je veux dire, la grande époque, l'euphorie, Audi, Toyota, Porsche, on parlera pas de Nissan évidemment. C'était un peu nos limites, quoi. Ça, c'est terminé. Ça, on reverra plus, ça. Faut tirer un trait dessus. Donc maintenant, faut restreindre les budgets. J'ai lu un article récemment sur Endurance Info, ton site, que Cadillac et Alpine pourraient être en LMDH, c'est-à-dire que le LMDH pourrait Ouais. leur Alors, sauver. ça c'est à Cadillac, je pense que c'est pas mal. Ça, c'est ce qu'on entend. Maintenant, moi personnellement, à titre perso, pas à titre de journaliste, mais je suis un peu plus réservé sur Alpine. Je sais pas trop ce qui va se passer, quand, comment, quoi. Pour l'instant, c'est les bruits évidemment qu'on a entendus, donc c'est les bruits qu'on a relayés parce qu'on a eu plusieurs sources qui vont plutôt dans ce sens-là. Moi perso, aujourd'hui, à ce jour, je serais un peu plus mesuré. Je suis pas persuadé que ce soit parce que Alonso et Ocon viennent aux 24 heures du Mans en spectateur que tout de suite on va appuyer sur le bouton. La Formule 1 prend tellement de moyens, sauf si je sais pas, si Alpine a trouvé ou Oreca a trouvé des budgets pour faire une LMH avec Alpine. Et alors du coup aussi un rétrogradage en LMP2 d'Alpine serait aussi envisageable ou pas? Si, voilà. Non, Pas rétrogradage. Est-ce qu'Alpine restera en non. endurance? Voilà, Non, tout pour court. moi, le problème c'est qu'Alpine veut faire des voitures électriques. Ce serait quoi l'intérêt pour Alpine Marketing d'aller faire du LMP2 alors qu'en fait en LMP2 ils ont tout gagné. Tu vois, donc tu reviens en LMP2 mais tu vas gagner de quoi de plus? Bah, rien, tu peux rien faire de plus. Moi Alpine je les vois pas en LMP2, ils ont pas la voiture qu'il faut pour faire du GT, 3 ou 4 ça va mais GT3 c'est pas possible. Enfin pas avec la 110 du moins. Donc la seule target qu'ils ont c'est la catégorie hypercar, LMH ou LMDH ou rien. Bon, écoute, on verra au Mans. On sait que, enfin, on entend de plus en plus qu'il y aura plusieurs annonces qui sont faites la semaine des 24 heures du Mans, ce qui me semble être le cas. Maintenant, on va voir après ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais, je pense qu'il y a d'autres. De toute façon, il y a d'autres constructeurs qui vont appuyer sur le bouton vert dans les mois qui viennent. Alors globalement, si je retiens ce que tu me dis, plusieurs constructeurs, on peut estimer à peu près quoi, une dizaine, une douzaine, un peu plus? Qui vont venir, Ouais, qui s'intéressent et qui vont franchir le cap. qui s'intéressent. Alors déjà, qui s'intéressent, ils s'intéressent tous. Je veux dire, on a rarement vu ces dernières années une catégorie qui n'existe pas, intéresser autant de monde. Le groupe de travail n'a cessé de grandir en termes de constructeurs présents. Le fait que ce soit cheap, c'est-à-dire moins cher qu'une LMP1, que tu puisses gagner les courses d'endurance au général, dont les 24 heures du Mans, forcément ça intéresse tout le monde. Tu peux faire du marketing, tu peux faire plein de trucs avec.
Maintenant, on en a déjà quand même plusieurs qui se sont annoncés et il va pas en rester 10 qui vont s'annoncer dans les prochains mois. Je veux dire, et puis en plus, il faut appuyer sur le bouton vert maintenant si tu veux être prêt en 2023. Tu vas pas appuyer sur le bouton vert en juin 2022 pour dire, bon les gars, moi je viens en 2023 avec un châssis tout neuf. Donc il faut quand même penser que tu as quand même quatre constructeurs de châssis qui sont homologués, que tout le monde essaie de discuter avec tout le monde, sauf le groupe VAG qui a plutôt pris la voie multimatique. Tu peux penser que s'il y a Cadillac ou Chevrolet ou je ne sais pas quelle marque du groupe peut aller avec Dallara, puisque c'est le cas pour la Cadillac qui a un châssis Dallara. Après, le reste, il y a bien quelqu'un qui s'intéresse à Ligier, il y a quelqu'un qui doit s'intéresser avec Oreca et tout le monde doit discuter avec tout le monde. Mais ça peut être le jackpot pour tout le monde et le jackpot pour l'endurance en général. Moi, c'est ça qui m'intéresse à la limite. C'est que tout le monde arrive à en sortir grandi et que tu aies beaucoup de voitures sur la grille et que tu aies des bagarres et comme tu avais du temps du groupe C où la Porsche Yoast couleur Newman, par exemple, pouvait battre une Porsche couleur Hotman. Exact. C'est ça qui intéresse en fait. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Tu vois, comment Les LMH et les MDH vont redonner cet aspect un peu plus, cet aspect un petit peu plus bagarreur, comme on a connu avec le groupe C, qui elle c'était quand même exceptionnel. Ben, c'était exceptionnel et moi je regrette fortement d'être trop jeune et de ne pas avoir connu en tant que journaliste cette époque groupe C, qui reste quand même quelque chose de magnifique. Mais ce qu'il faut aussi, à mon avis, ne pas écarter, c'est que du temps des groupes C, qui était quand même le début des années 80, il y avait encore un fort intérêt pour la voiture en général. Que cet intérêt pour la voiture en général, je suis désolé, il faut appeler un chat, ça s'étiole au fil des ans, parce que la voiture, c'est pas bien, parce que c'est sale, parce que ça pollue, parce que il faut faire l'électrique. Bientôt, on va te donner de l'argent si tu achètes une trottinette à la place d'acheter une voiture. Donc, l'époque n'est pas la même. Donc, il va falloir aussi redonner envie aux gens de s'intéresser à une course de voiture. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que qui, de nos jours, va regarder à la télé une course de 24 heures du Mans, Daytona, Sebring, Spa, c'est différent parce que, enfin 12 heures de Sebring, pardon, pas 24 heures, mais c'est une course mythique et c'est quelque chose de particulier. Maintenant, qui va regarder pendant 6 heures des voitures tourner en rond devant un petit écran à l'heure du numérique? Je dis pas que c'est pas intéressant, hein. Il va falloir redonner envie aux gens de s'intéresser aux courses de voitures et de regarder des courses de voitures et qu'aussi il y ait des diffuseurs en dehors des canaux comme on peut connaître avec YouTube ou des applications qui puissent diffuser aussi les courses de voitures, comme le fait Eurosport, comme le fait la chaîne d'équipe, comme le fait Automoto la chaîne. Il faut que ces gens-là aussi diffusent ces courses pour les relayer. Il faut que les bagarres soient belles et puis que les gens viennent sur les circuits. Si tu n'as personne qui regarde et que personne ne s'intéresse, je veux dire, quand les équipes marketing des constructeurs vont dire « Ouais, mais c'est quoi le plan? Ok, on vend des voitures, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Est-ce que dans le futur, on aura sur les hypercars et tout ce qui va avec, le système de Formule 1 avec, maintenant qu'il y aura Ferrari, tout ça, les droits télé? Est-ce qu'ils vont le faire? Il faut que ça intéresse. Si ça Donc, intéresse, que tu as de l'argent derrière, il y aura de la télé. Mais à un moment, la télé aujourd'hui, c'est quoi? Qui peut battre la F1? Personne. Personne ne peut battre la F1. mais justement, ce nouveau souffle de l'endurance, bon, ça peut pas commencer, on peut pas commencer, enfin, concurrencer une course sprint, comme tu l'as dit, de comparer une course de 24 heures ou de 6 heures ou de 12 heures. Ouais, mais si tu, enfin, après, ça c'est pareil, c'est un avis perso. Si tu changes, si tu n'alternes pas avec les formats, que tu fais toujours des courses d'endurance de 6 heures, de 8 heures, de 12 heures, je parle pas des courses mythiques, hein, mais si tu fais ça, à l'heure du numérique ou maintenant, quand tu fais une vidéo, je sais pas, n'importe quelle vidéo que tu veux diffuser sur les réseaux sociaux ou que tu veux diffuser sur YouTube, on te dit, ouais, mais si la vidéo, elle dure plus de 5 minutes, les gens ne regardent pas. Comment est-ce que tu vas arriver à intéresser les gens sur une course de 6 heures ou de 8 heures? Déjà, d'une, il faut comprendre la discipline. Bon, après, je pense que ce sera plus simple. Quand tu auras hypercar, après, on va pas, je veux dire, à un moment, on va pas parler toujours de roues motrices, 4 roues motrices, hybrides. Enfin, je veux dire, on s'est déjà, entre guillemets, fait chier avec les 2 mégajoules, 4 mégajoules, 6 mégajoules, 8 mégajoules, alors que personne n'a jamais rien compris au truc, parce qu'il fallait avoir fait bac plus 10 pour comprendre le truc et qu'en fait, faut juste dire qu'il y a des pilotes qui roulent dans les voitures.
Donc il faut que les gens comprennent, il faut les intéresser, et il faut qu'ils restent captifs sur la durée. Ça, c'est pas quelque chose qui sera simple. Parce qu'on est dans une société où il faut que tout aille vite. Je veux dire, même nous les premiers, quand on a une info, il faut que l'info, tu dis putain, il faut qu'elle soit en ligne tout de suite. En fait, il n'y a pas mort d'homme, on s'en fout. C'est qu'une info. Je veux dire, si tu la mets 10 minutes plus tard, tu joues pas ta vie. Mais tu veux la mettre le premier parce que si tu la mets le premier, les gens vont aller chez toi, les gens vont cliquer chez toi. Et, euh, et voilà. Et je pense que là aussi, avec des courses de 6 heures ou de 8 heures, il va falloir intéresser les gens. Peut-être qu'il faut faire des formats différents, alterner un petit peu, faire un peu de sprint comme le fait l'IMSA avec des courses plus courtes. Moi, je suis partisan des courses en ville. Maintenant, les courses en ville, en Europe, je pense que tu peux oublier parce que plus personne va faire des courses en ville. Déjà, la Formule I, c'est pas simple. Donc, aller mettre des hypercars dans une ville et tout, ça va être un peu compliqué. Puis, c'est pas tellement adapté. Maintenant, on me dit c'est pas adapté, mais on a fait rouler des Audi R8 à Détroit ou je sais pas où, ou à Long Beach. À Long Beach. Donc, à un moment, ou dans les rues d'Adélaïde en Australie pour le changement de millénaire. Donc, il faut des concepts nouveaux, il faut des trucs un peu innovants et c'est pas forcément quelque chose de simple. Donc je pense que là, pour en revenir à ta question initiale pour les droits télé, il faut que ça intéresse. Aujourd'hui, pour du sport auto-thermique, je sais pas quel diffuseur, à part les grandes courses, qui va accepter de diffuser pendant X heures du sport auto-thermique. On va dire, on change de pneu toutes les heures, mais c'est de la pollution. Mais il faut mettre le plein de la voiture. Les P2 s'arrêtent toutes les 30 minutes. Donc les mecs qui comprennent pas ou qui sont pas initiés, tu regardes ça, tu dis, putain, mais c'est quoi ce truc? C'est course de voiture pour faire le plein toutes les 30 minutes. Ça pollue, ça consomme. Voilà. Nous, on est dedans, en fait, on fait ça à longueur d'année, donc on comprend pourquoi on le fait et l'intérêt de le faire. Déjà parce que c'est une économie, c'est un sport de haut niveau, et la personne lambda qui connaît pas forcément le monde du sport auto, elle regarde la F1, ça dure 2 heures, elle a vu Max Verstappen se friter avec Lewis Hamilton, puis 2 heures après, c'est fini. C'est un peu différent, et en plus, comme c'est de l'endurance, tu as les changements de pilote, tu as trois pilotes par voiture, donc il faut que les gens aussi arrivent à comprendre, à s'identifier. C'est facile de t'identifier à un pilote de F1, enfin une F1, il n'y a qu'un pilote dedans. Bien Tu sûr. vois, tu sais quelle voiture, quel numéro, quel pilote. L'endurance, non seulement t'as des châssis différents, ce qui est très bien, tu as 3 pilotes par voiture, ok, et en plus on te parle de pro, de pro-am, de am. Quand tu connais pas, c'est mieux que ce que c'était. Hein. Par contre, faut quand même être franc, hein, c'est plus facile à comprendre que ce que ça l'a été par le passé, mais c'est pas simple. Et en plus, tu rajoutes la cohabitation GT Proto, qui peut aussi, des fois, Ouais, mais ça, un petit peu pimenter une course. ouais, parce que ça, c'est ce qui fait le charme. Et oui, Tu vois, si t'as le GT les protos, c'est ce qui fait le charme. À mon avis, ce charme-là, il faut le continuer. Faut pas arrêter. Tu peux pas dissocier. Enfin, moi, je me vois mal aller aux 24 heures du Mans et voir que des protos ou voir que des GT. Si je vois que des GT, je vais à Spa. ah oui, Tu vois, tout et à je fait. sais. Enfin, et je pense que la CO a bien compris l'intérêt qui est une mixité de proto et de GT. C'est ce qui fait le charme du truc. C'est les fondamentaux de l'endurance, on va dire. C'est ce qui a été créé au début. Maintenant, comme tu dis, Bah, sur des puis, courses de 6 heures, si on peut réduire un petit peu d'une heure ou deux, bah, ça peut être plus sympathique. Ça peut être après, plus vivable pour les moi, amateurs. si tu veux, je sais pas. Moi, je suis un fan absolu du Super GT, tu vois, au Japon. Bon, le seul problème de ce championnat, c'est qu'il faut se lever super tôt pour voir les courses. Bon. Exactement. Non, tu as 40 caisses, tu as 15 caisses en GT 500 et le reste, c'est des GT 300 qui sont des GT 3 pour la plupart avec ce qu'on appelle des Mother châssis, qui sont des voitures qui sont entre guillemets un peu tunées ou avec des châssis un peu différents. Mais ça reste aujourd'hui, pour moi, le championnat de référence à regarder, c'est des courses qui sont plus courtes. Tu as 15 GT 500, tu n'as quand même que 3 marques, donc c'est quand même pas du monotype, mais tu n'as pas non plus pléthore de voitures. C'est pas le championnat de constructeurs, merci. C'est pas le championnat le plus réputé. Putain, quand tu vas avoir du Super GT, tu te dis à la fin de la course, tu dis, oh, mais c'est déjà fini le truc. Enfin, moi, j'ai découvert ça en 2013 avec Fred Mako, justement quand il a gagné à Suzuka. Et j'ai pris une claque, un truc monumental.
Tu vois, donc là, tu intéresses les gens parce que c'est du sprint, parce que les circuits s'y prêtent. C'est pas des circuits avec des longues lignes droites, il n'y a pas de dégagement, ça fight, il n'y a pas de, entre guillemets, de BOP, sauf que tu prends du poids si tu gagnes des courses. Les voitures font un bruit d'enfer, les voitures sont magnifiques, et puis ça tourne dans les temps des protos. Donc là, tu arrives à intéresser, tu vois, tu arrives encore à intéresser, et hors période Covid, les circuits sont pleins. Je veux dire, hors période Covid, en Europe, qui va avoir une course de voiture? Les gens te disent, ouais, on peut pas aller sur les circuits. Bah ouais, mais quand vous pouviez venir, est-ce que vous venez? Il y en a qui venaient. Bonne Non, mais il réflexion, y en a Laurent. qui venaient. Bonne Non, mais il y en a réflexion. qui venaient. Moi, je reçois des messages de temps en temps. Alors, je réponds gentiment, mais des fois, tu reçois des messages, tu as envie de dire, mais attendez, vous foutez de moi ou quoi? Les gens, ils te disent qu'ils peuvent pas venir, mais ils venaient pas dans le passé. Donc, pourquoi tu viendrais maintenant et pourquoi tu te plains? Alors, du coup, sur cette réflexion qu'on a sur l'endurance, on serait pas trop cartésien sur certaines choses en Europe pour ça, enfin, quand je dis en Europe, sur le restant du monde, si on enlève les US? Bah, nous, on essaie encore de faire du sport alors que les autres font du show. Les États-Unis, c'est du show à l'américaine. Tout le monde te dit, enfin, moi, les premières années où j'allais à Daytona, c'était quoi, 2005, 2006, on te disait à chaque fois, tous les pilotes que tu allais voir, on te dit, ah, mais de toute façon, les 23 premières heures, on s'en fout, il faut rester dans le tour du leader, on attaquera dans la dernière heure. Quand tu démarres à Daytona, tu dis, mais il est fou, quoi, ce qui me parle, on fait 23 heures à tourner en rond, quasiment, puis tu attends la dernière heure, et c'est là que la course se joue. Et au final, tu assistes à la course, même si je la regardais déjà avant, je la suivais déjà avant à la télé, mais et en fait, c'est ça. C'était ça, c'est du show, tu regroupes tout le monde, tu fais des safety cars, tu fais des drapeaux, tu mets des drapeaux jaunes, et après, tu relâches le paquet et ça se bagarre, ça se touche, ça se frite. Et c'est ce que les gens veulent. Et c'est du show. Mais comme l'Amérique sait le faire. Nous, on n'a pas trop été habitués à ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'Amérique qui fait du show fait beaucoup moins de neutralisation que par le passé. Parce que c'est quand même, les courses sont quand même beaucoup plus fluides et ils laissent quand même beaucoup plus rouler qu'avant. Et ça Mhm. donne quand même des belles courses. Maintenant, il y a aussi une différence, c'est que les circuits américains ne sont pas les circuits européens. Et il y a Ça, c'est aussi une une grosse différence. différence. Laurent, je sais pas si tu es d'accord avec moi, la BOP IMSA n'est pas du tout la même que la BOP WEC. Je dirais qu'elle est un peu moins pénalisante pour les pilotes. Déjà, déjà, c'est pas les mêmes voitures. Déjà, c'est compliqué. Tu vois, en Europe, tu as des. Ok, il y a les P2 aux États-Unis, mais nous, on n'a pas de DPI. Et eux, ils n'ont pas d'hypercar ou avant de LMP1. Donc, la BOP n'est pas forcément faite de la même façon. Et bon, mais les courses sont pas suffisamment disputées. C'est pas pour rien que tu as plein de pilotes. Tu as plein de pilotes européens qui rêvent que d'aller rouler aux États-Unis. Déjà pour l'ambiance, déjà pour la proximité avec le public en période, on va dire, hors Covid. Et ouais, le côté ambiance, quoi. Ah, le côté Et le ambiance. côté aussi, Laurent, le côté professionnel aussi. On a beaucoup de pilotes de chez nous qui passent outre-Atlantique pour passer pro. Oui, 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 exactement. Et ça permet à des pilotes. Je suis super content pour Olivier Plat, par exemple, tu vois, qui au moins est vu à sa juste valeur aux États-Unis. Il a suffisamment galéré, le pauvre, en Europe pour avoir un volant à la hauteur de son talent. Et aux États-Unis, bah, tu vois, on lui fait confiance, il fait une saison complète. Et après, tu as de la chance, tu pas de chance, tu abandonnes ou tu as des soucis techniques, ça c'est un autre débat. Mais ouais, tu as beaucoup de pilotes, et je veux dire, alors, bon, en ce moment, c'est pas possible, mais si des Européens peuvent prendre un peu de vacances, aller en Floride au mois de mars et aller à Sebring, par exemple, et, le truc est juste, vous verrez jamais autant de seins nus sur un circuit qu'à Sebring. Ah, nous, on y va plus pour voir quand même manger du goudron, ça fight. Non, non, mais c'est juste pour la petite image, mais il y a des trous dans le Bien sûr. village et tout, sur les campings, il y a des trucs. Tu dis, mais tu fais ça en France, mais même pas en rêve. Bon, après, sur la Nordschleife, un peu, ils sont un peu borderline aussi à ce sujet-là. Mais sinon, aux États-Unis, c'est une ambiance, une fête, et le paddock est ouvert, il n'y a pas de garage, tout le monde est sous des tentes. Et enfin, ce qui, moi, perso, m'attire. Tu vas voir le WEC sous des tentes, moi, je trouve ça génial. Parce que tout le monde est accessible, parce que tout le monde discute avec tout le monde. Le problème, c'est que maintenant, et avec le Covid, je pense que ça va être encore pire, c'est que tout le monde est dans son coin, parce que tu as des bulles qu'il faut respecter, ce qui est normal, hein. C'est pas une critique. Mais le problème, c'est qu'on individualise déjà tout le monde reste dans son territoire. Et en ce moment, même si nous, si tu veux, on a accès au paddock sur les différents meetings, et c'est super compliqué de voir des gens. Parce que tout le monde reste chez soi, et nous, on n'ose pas trop déjà. On n'a pas forcément le droit en plus de rentrer dans les structures, donc il faut appeler les pilotes, il faut qu'ils sortent, ou les team managers et tout. Donc tout ça, c'est en train de changer aussi.
Et je pense que les États-Unis ont rouvert beaucoup plus vite que nous, on l'a ouvert. Tu vois, ils réautorisent les séances d'autographes. Enfin, nous, on n'autorise même pas le public. Déjà, on part déjà avec un handicap. Donc voilà. Il y a un truc, Laurent, tu vois, on parle IMSA là. Est-ce que l'IMSA passe en GT3? Est-ce que l'ACO ne serait pas en phase d'observation sur la nouvelle arrivée du GT3 en IMSA? Pour dire, OK, on va voir ce que ça donne en IMSA, 1 an, 2 ans, la deuxième année, ce que ça donne. Et ensuite, hop, ils l'introduisent doucement sur le WEC. Pour moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix que de le mettre en WEC de toute façon, parce que les constructeurs qui viennent en LMDH, à mon avis, ne développeront pas pour plusieurs millions d'euros une nouvelle GTE. Donc ça, je pense que ça, il faut oublier. Donc, est-ce qu'ils attendent maintenant, je veux dire, le produit GT3 à la CO, ils le connaissent. C'est-à-dire, ils l'ont en Michelin Le Mans Cup notamment. Ils travaillent avec l'IMSA pour la catégorie GTD. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils attendent de voir est-ce qu'il faut faire du GTD Pro, du GT3 pardon, Pro ou des GT3 Pro Am. Est-ce qu'il faut mettre ce qu'on appelle des pneus confidentiels sur les voitures, c'est-à-dire des pneus plus spécifiques et plus poussés que les pneus clients qui sont sur les différentes voitures en GT3? Est-ce qu'il faut laisser l'ABS, par exemple, sur les GT3 Pro ou est-ce que tu fais du GT3 et tu fais que du Pro Am et tu mets un AM dans chaque voiture? Et moi, perso, je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce que là, tu attires encore plus de monde. Parce que là, tu gagnes le GT, tu gagnes pas le GT AM ou Pro Am. Tout à fait. Mais il va se poser un problème. Il va quand même se poser un problème, c'est que tu auras trop de constructeurs. Ouais, exactement. C'est encore un bon problème, si tu veux, mais si c'est ça, je pense que ça va poser un problème parce que vu le nombre de constructeurs qui est présent en GT, bon. Il va falloir rallonger la ligne des stands du Mans, là. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas devin, donc je sais pas ce qui va se passer, mais ouais, je pense on est à l'aube d'une nouvelle ère sympathique. Donc, on va encore se régaler durant ces prochaines années. J'espère, sinon on met la clé sous la porte. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire que ces dernières années en WEC, je ne critique pas du tout le WEC, mais quand tu regardes les 3 dernières 24 heures du Mans, la bataille, c'était Toyota, elle était seule. Mm-hmm. Il y a eu rébellion qui sont montés en LMP1 pour essayer leur d'amener le pion. Ça a été 2 ans et malheureusement, on n'a plus le Mans qu'on avait avant avec de l'Audi, de la Porsche, de la Peugeot, de la Bentley. Et ça s'est un petit peu décliné et là, ça remonte. Donc, c'est bon signe. C'est encourageant cette nouvelle catégorie peut-être. J'espère. Enfin, moi, on va dire mon rêve, c'est de revenir à la fin des années 90, 98, 99 avec toutes ces GT1, toutes ces GT1, enfin toutes ces GT, pardon, avec la Toyota GT1, avec la Porsche GT1, avec la Nissan R391, la Mercedes CLR, enfin toutes ces voitures. C'est ça qui fait rêver les gens. Je veux dire, ça fait rêver les gens comme on fait rêver les gens les GT1, mais les GT1 du championnat du monde GT1. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait rêver. Et quand tu parles aux gens d'une Toyota GT1 qui était toute rouge, un peu aux couleurs Marlboro, tout le monde s'en souvient. Tout le monde se souvient de la Panos aussi. Avec son empattement Et monstrueux. quand tu vois enfin, moi je le vois au nombre de clics. Quand tu vois le nombre de clics qu'a fait la liste des engagés de la course des Endurance Légendes qui va être dans le cadre des 24 heures du Mans, mais tu te dis que les gens c'est ça qu'ils veulent. Tu vois, parce que ça te rappelle forcément quelque chose. Et puis aussi, tu as les odeurs, hein, l'odeur des moteurs, tu as tout. Tu as le bruit Et puis tu as des bruits, enfin, je veux dire, tu as des bruits différents. Enfin, je veux dire, dans 10 ans, on va se faire chier à entendre qu'un moteur, enfin, j'ai rien contre, mais tout le monde va entendre un moteur Gibson en P2. Tu auras des courses historiques, peut-être avec des P2, et ça fera tout le même bruit. Ça sera tout le même look. Parce que le spectateur lambda est incapable de faire la différence, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, c'est pas du tout une critique, mais entre une Oreca ou une Ligier, parce que d'un point de vue visuel, si tu veux, la voiture, elle passe à 300 km/h, si tu connais pas, tu vois un proto passer, et en plus, ça fait tout le même bruit. Je veux dire, là, le plateau qui va être en marche des 24 heures du Mans, tu auras des bruits différents. On passe sur du monotype en pneu, on passe sur du monotype en moteur, et puis en plus en P2 on passe sur du monotype en châssis. Et ça, bon, personne, enfin je veux dire, c'est la situation qui fait que le châssis Oreca est devant et un tour au-dessus, tout le monde achète une Oreca. Si tu veux être devant, c'est ce qu'il faut.
C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Ouais, tout à fait. Bon, Laurent, on va pas trop te monopoliser. C'était super sympa d'avoir organisé ce live ensemble avec ce débrief des 24 heures, des engagés du Plaisir. 24 heures. Et ça annonce du beau, on va dire. On va rester sur le positif. Hein. Non, Un petit peu, Laurent, un petit peu de pluie, ça serait pas sympa? Un petit? Un petit peu de pluie aux 24 heures. Ah, Un petit orage, allez, un petit orage. les orages, c'est un peu, ça peut poser des problèmes. On se souvient au début du siècle avec un départ des 24 heures du Mans sous orage, avec, je sais pas si tu te souviens, avec des Audi R8 et la Chrysler Viper de l'équipe de France FFSA GT avec ce pauvre David Terrien qui était sorti de la piste et qui essayait de revenir au centre avec une voiture qui était complètement explosée. Donc les orages, je me méfie un peu parce que ça peut, bon, évidemment, ça fait partie de la course. Mais ça peut vite tourner vinaigre. Donc, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la course soit belle et qu'il y ait des bagarres dans chaque catégorie. Et après, que le meilleur gagne. Eh ben, t'as bien conclu. Voilà. On va dire Que le que le me- meilleur gagne. Et dans un mois, dans 30 jours, jour pour jour, on sera directement on y, dans le Big One. on y sera avant. Hein. Ah oui, Dans, oui. Parce que tu as les essais et tout ce qui vont avec, bien sûr. ouais, dans 15 jours, 15 jours, enfin, un peu plus de 15 jours, on y sera déjà. Tu auras accès au paddock, tu auras le droit de. Pendant Écoute, 2020, t'auras cette liberté. je sais pas, j'ai pas la confirmation ni le cas contraire. J'espère, parce que pour travailler, c'est quand même plus simple. En dernier, la CO avait permis à quelques journalistes d'avoir accès au paddock pour travailler dans de meilleures conditions et ça s'était plutôt bien passé. Et je les en remercie encore parce que sans ça, ça aurait vraiment été compliqué. Donc, tout en tenant compte évidemment des différents protocoles, on avait pu travailler quand même dans le paddock à voir des pilotes et tout. Et donc, ça, plutôt bien pour pouvoir parler de la course. Et j'espère qu'il en sera de même cette année, qu'on aura au moins accès, même si on n'a pas accès au stand, ce que je comprends tout à fait, mais au moins qu'on ait accès au paddock pour pouvoir voir les différents acteurs. Exactement, tout à fait. Bon, eh ben, écoutez, on vous remercie. Merci à notre équipe, hein, Willy, Jeff. Merci à toi, Laurent, d'être venu. Et puis, Merci à vous de m'avoir invité. c'est normal, hein, on avait quand même une info chaude, autant qu'on la traite avec, je veux pas dire, mais le pape de notre Non, endurance. le pape de Donc l'endurance voilà, s'appelle donc avec. le pape de l'endurance s'appelle Jean-Marc Tessèdre. Ne jamais l'oublier. C'est lui le Bon, pape de alors, l'endurance, c'est pas moi. comment on peut te caractériser? Oh, Le druide? Non. non, non, c'est bon. Ah bon? C'est Cyril Guimard le druide. Cyril Guimard il a 70 ans, ne déconne pas. Non. Non, avec une personne aussi expérimentée que toi. Voilà. J'essaie juste de faire mon boulot, c'est déjà pas mal. Déjà, tu nous fais comprendre, tu nous fais apprendre des choses et en même temps, on comprend un petit peu plus de choses quand on va sur ton site parce que c'est quand même une mine d'informations parce qu'en même temps, tu traites l'endurance, la nouvelle, tu as le classique Hmm. et maintenant, il y a le vélo, il y a la bicyclette. Ouais, il faut Voilà. toujours essayer d'élargir un peu le champ d'action. Alors pour l'instant, le vélo, ça a plus un rapport, c'est des rapports avec le sport auto quand même, parce que le sport auto est jamais loin des discussions vélo. Mais on s'est rendu compte avec le temps que tous les pilotes, ou 90% des pilotes font beaucoup de vélo, sont passionnés de vélo, et énormément de cyclistes sont dingues de sport auto. Donc on Et essaie un d'ailleurs, peu je crois de... que tu te mesures pas des fois avec Bruni, vous roulez pas un petit peu ensemble sur les circuits? Non, on roule pas ensemble. C'est prévu que j'aille rouler, enfin pédaler avec lui. Alors là, à mon avis, je pense que là, je vais être plus en GTE AM avec Roglic et Sagan et D'accord. Jimmy. Donc là, si tu veux, je pense que je vais un peu prendre cher. Mais c'est plus pour le côté fun, on va dire. C'est quand même pédaler avec Bruni, Roglic et Sagan et peut-être Kubica aussi. Je pense que c'est plutôt pas mal. Mais à mon avis, je vais prendre cher. Mais bon, c'est l'intention qui compte. C'est le jeu. Et voilà, puis ça te fera du bien, ça te fera dire, ça te fera changer, tu vas discuter autre que sport auto là, avec Ouais, Sagan et ouais, tout oui. ça. Ah oui, oui, et puis voilà, c'est le côté gamin qui ressort en fait, le côté passionné de vélo de pouvoir côtoyer ces cyclistes et d'arriver à pédaler avec eux. C'est plutôt, même si je vais être totalement posé, ça c'est sûr,
Mais c'est toujours un côté, un côté sympa, ouais. Et après, qu'ils puissent venir aussi sur les circuits, hein. C'était plus ou moins prévu pour certains d'entre eux, et donc non, je pense que ça peut être pas mal. Mais il y a des projets dans les cartons qui se préparent, auto et vélo. Si jamais ça va au bout, je pense que là, ça devrait être pas mal. C'est un peu tôt pour en parler, mais je pense que là, ça peut être vraiment sympa. Bon, Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être qu'on se retrouvera entre-temps pour les 24 heures de Spa. Il y aura peut-être d'autres surprises. Moi, le 28, je reçois Nicolas Lapierre, à confirmer normalement. On a pris date avec Nicolas le 28. Donc, sympathique. On va bien parler les matchs. Voilà. Laurent, bonne soirée, bonne merci à vous. Bon début de week-end surtout. Bonne course parce que je crois que tu commentes le GT4. Ouais, je commente le GT4 avec mon ami Thomas Bastin demain. Et c'est pour la première fois, ouais, quasiment. On va commenter aussi les qualifs en live du championnat de France FFSA GT. Et ensuite, on va faire en intégralité, alors pas nous, hein, parce qu'on est quand même plusieurs, mais les 24 heures de Spa. Et Thomas, lui, commentera les GT4 European Series. Et on fera aussi le TC France la semaine prochaine. Tout ça depuis Spa-Francorchamps. Tu rentres ou tu restes toute la semaine en Belgique? Non, je reste toute la semaine en Belgique. J'ai un truc vélo encore à faire en Belgique en début de semaine. J'espère que ça va se faire. Bon, très bien. Laurent, bon week-end. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis sur ce live de présentation des équipes des 24 heures de Mans. Et puis passez tous un bon week-end et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Ciao.